si tu le prends dans les bras, il faudra toujours que tu le prennes dans les bras. Il y a quelque chose comme ça d'une forme de stress qui est transmis, où on devrait être dans la méfiance dans nos rapports entre adultes et enfants, et dans nos rapports entre adultes. Alors oui, c'est vrai, je ne vis pas dans le monde des bisounours, évidemment que c'est important d'avoir une forme de conscience qu'il peut y avoir des personnes, pour des tas de raisons, et notamment surtout quand elles ont vécu beaucoup de violences, qui peuvent être coupées de leur empathie, et qui peuvent peut-être avoir des actes qui sont dangereux. Et donc c'est important aussi de se protéger. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier de chaque être humain qu'on rencontre? Et là, l'idée, c'est de passer de la peur à la confiance dans nos relations avec les enfants et les uns avec les autres. Et puis de se dire que peut-être on peut évoluer d'une éducation qui est encore beaucoup vue comme l'enfant doit apprendre à obéir, et donc on utilise des formes de peur et de contrainte, à une éducation où peut-être on est là pour soutenir l'enfant dans sa contribution à la vie. Peut-être on est là pour l'accompagner à devenir qui il est, l'accompagner à être responsable de ses actes, de ses paroles, de ses choix, et à dialoguer. Et ça, c'est possible. Voilà, je suis sûre que dans cette salle, il y en a qui ont fait des choses, expérimenté des choses différentes avec des enfants dans vos relations, et vous avez vu, ça peut aussi fonctionner. Même si à des moments c'est difficile, parce qu'on ne change pas de paradigme en une génération. Ça prend du temps de changer d'un modèle de croyance à un autre. En tout cas, voilà, nous, c'est notre engagement, c'est notre aspiration, c'est d'essayer d'arriver à ça, et de voir qu'on peut éduquer nos enfants autrement, on peut créer des structures différentes, et qu'à un moment donné, s'il y a plus de paix de nous-mêmes à nous-mêmes, plus de paix de nous-mêmes aux autres, et ensuite plus de paix dans les structures, alors progressivement, on peut arriver à quelque chose de différent, dans lequel les besoins humains seront pris en compte, et dans lequel on aura plus souvent, en tout cas, envie de coopérer et envie de contribuer. En gros, c'était rapidement ce que j'avais envie de vous partager. J'ai pas envie de faire beaucoup plus de théorie, j'ai plutôt envie de répondre à vos questions, savoir si vous avez des questions, vous avez des partages, des expériences, pour qu'on puisse échanger ensemble. Bonjour. Bonjour. Je suis l'un des rares représentants masculins dans la salle. Que dire à des ados dans cette période très anxiogène où malheureusement l'ambiance guerrière mondiale n'est pas du tout à la paix, n'est pas du tout au changement de paradigme. En tant que papa, j'ai vécu dans un paradigme, on va dire, des années 60-70, l'âge de mes parents quand ils m'ont à peu près créé. Que dire à des ados? Comment communiquer avec eux sans non plus les élever dans un monde de bisounours? Ouais. Alors on s'inquiète tous pour nos enfants. Moi-même je me pose cette question régulièrement, ma famille me pose cette question régulièrement avec mon fils, voilà, qui est dans une école un peu à part, etc. En fait, moi j'essaye d'apprendre à mon fils et puis les jeunes avec qui je travaille que oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui à un moment donné sont des êtres humains comme nous, mais qui peuvent être coupés de leur empathie pour plein de raisons, et qui peuvent basculer dans la violence et qui peuvent être dangereuses. Et donc l'idée c'est qu'ils puissent gagner en discernement, d'avoir une forme de discernement sur les moments où c'est important de se protéger. Mais pas tout le temps, pas en permanence les uns avec les autres. Parce que moi ce que je vois c'est que en fait ça commence tout petit, avec l'idée de les gens sont gentils ou les gens sont méchants, et puis ça se poursuit. Et en fait ça fait que très rapidement on a des clans, et on rejette. Et il faut toujours qu'il y ait les uns contre les autres. Non, eux on les accepte pas, on les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est sans arrêt dans des rapports de force à des endroits où ça n'est pas nécessaire. Il y a des endroits où c'est important de pouvoir se protéger en premier, mais il y a plein d'endroits au quotidien où on n'a pas besoin de faire ça. Et donc moi j'essaie d'apprendre à mon fils de pouvoir rester déjà aligné avec lui-même le plus possible en étant en connexion avec lui. Essayer, quand il entend des autres proférer des agressions verbales, on va dire des choses comme ça, d'essayer de comprendre derrière ce langage-là, derrière cette forme de violence, qu'est-ce qu'il y a derrière et de quoi ça parle, de quel besoin cet être humain est en train de me parler derrière, parce que bien souvent c'est ça. Et en même temps d'être capable aussi, lui, de poser ses limites et de dire stop à ce qu'il ne veut pas.
et de faire ses choix dans sa propre vie. Et par rapport à la violence mondiale, oui, c'est vrai, ça peut faire peur. Moi, il y a des moments aussi où j'ai peur. Et en même temps, ce que je vois aussi, c'est que dans le monde, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même surtout ça qu'on nous montre à voir. Parce qu'il existe des tas d'endroits, des tas d'initiatives à tout niveau, où les gens, ils vivent de la solidarité, ils vivent aussi du bien-être, du soin les uns aux autres, mais ça passe pas sur le journal de TF1. Et ça passe pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi ça. C'est aussi de montrer qu'il y a autre chose à voir. Ça fait moins le buzz, mais ça existe. Donc je suis pas sûre que l'ombre soit supérieure à la lumière. Je sais pas en fait. Je sais juste que ça pollue beaucoup et que ça crée beaucoup de stress et que quand l'être humain est stressé, il va lui-même pouvoir avoir tendance à se replier ou à agresser. Et qu'ensuite c'est un cercle vicieux. J'aurais bien aimé savoir, en termes de méthodologie, si vous utilisez la méthode observation, sentiment, besoin, demande, qui est, je pense, la classique en CNV. Et par rapport à ça, je voulais savoir si la CNV a évolué par rapport aux connaissances qu'on a maintenant sur la mémoire traumatique. J'ai beaucoup étudié, je suis formé en CNV, puis j'ai étudié le travail de Marshall Rosenberg. Et lui-même disait « Nous sommes éduqués pour oublier ». Ce qu'on peut voir dans une de ses vidéos YouTube si vous parlez en anglais. Et en fait, par rapport à ça, je pense que un point faible de la CNV, c'est l'intégration au niveau du sentiment, donc de la deuxième étape, c'est faire les liens par rapport à la mémoire traumatique. Donc je voulais savoir si vous pouvez présenter un peu OSBD, ça peut être intéressant, je pense. Et puis après, savoir si ça a évolué par rapport aux nouvelles connaissances qu'on a sur la mémoire et les schémas mémoréactionnels. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui, ok. Alors merci pour votre question. Je vous demanderais juste de préciser après un exemple avec la mémoire traumatique, mais juste par rapport à la communication non violente, moi, j'ai pas choisi là sur ce temps court de vous présenter le processus, on va dire la méthode. Parce que pour moi, l'essentiel de la communication non violente, c'est une vision du monde et c'est une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec moi et avec les autres? Après, effectivement, comme je l'ai un peu dit au début, une des manières de me rappeler de ça, quand je vois que je suis déconnectée de mon intention, c'est de revenir à comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est observation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation, elle crée une émotion en moi? De quoi ça parle d'important pour moi? Et ensuite de pouvoir l'exprimer à l'autre. Ça, évidemment, c'est la technique, entre guillemets. Mais c'est pas l'essentiel. Voilà, la technique, elle est utile pour progresser au quotidien, mais ça, pour ça, voilà, il faut faire des stages. Et je ne le présente pas en conférence, sinon je ne veux pas que vous repartiez avec l'idée que ce soit un outil de communication. Ce n'est pas un outil de communication. C'est une manière de relationner. Et évidemment qu'il y a des trucs et astuces et qu'on a besoin de pratiquer et de s'entraîner. C'est une évidence. Après, par rapport à la mémoire traumatique, je vais faire une réponse un peu globale et après, si vous avez un exemple précis, je veux bien. Donc, la communication non violente, elle a vraiment pour but que ce soit accessible à tout le monde et que ça permette quelque chose d'assez simple finalement dans son fonctionnement, même si compliqué parce qu'on est tellement conditionné que ça demande une rééducation, mais sinon c'est simple. Donc on essaie de faire quelque chose qui soit accessible et pas de rendre les choses complexes avec d'autres théories. Et en même temps, évidemment, dans les formateurs et formatrices en communication non violente, il y a beaucoup de gens qui sont formés à la théorie polyvagale, qui sont formés à d'autres courants psychologiques, etc. Donc il y a des moments où on peut faire des liens. Et par rapport à la mémoire traumatique, je veux bien que vous me donniez un exemple pour savoir à quoi vous pensez. Parce qu'il y a des endroits, quand il s'agit de nos endroits de blessure et nos endroits de trauma, où en fait, ça ne va pas se soigner avec la communication non violente. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où je peux voir que dans les mêmes types de situations, je me mets à agir de la même manière, c'est-à-dire à avoir une réaction qui est disproportionnée, qui est intense et sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Et ça, c'est le signe qu'il peut y avoir un trauma derrière. Et ça demande d'être accompagné après par ailleurs. La CNV n'est pas la solution à tout. Oui. Bonjour. Alors moi, je suis éducatrice dans un foyer pour adolescents, 15-18 ans, c'est un foyer d'accueil d'urgence. Et en fait, on se retrouve en difficulté en équipe pour travailler la communication non violente avec des jeunes qui ne veulent pas rentrer en relation, qui sont polytraumatisés, qui n'ont plus du tout confiance en l'adulte
Et en fait, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas quoi faire. Donc, est-ce que vous auriez des pistes de travail? Donc là, vous parlez de jeunes qui, du coup, sont pas dans la violence, mais qui sont plutôt dans le repli sur eux. Et ça, ils sont fermés à toute... Ça peut être les deux. Ouais. Ça peut être les deux, voilà. Parce qu'ils sont dans des situations de survie, en fait. Hein. Donc, ils peuvent être dans la violence et dans le repli, mais surtout, ces deux types de profils ne veulent pas rentrer en relation avec nous, nous fuient. Oui. Et donc, on ne peut pas avoir accès à leurs besoins et y répondre. Ouais. Alors, quand il s'agit de ça, donc ça c'est ce que je parlais au début, là c'est vraiment nos réflexes effectivement instinctifs et qui peuvent être liés à des traumas, hein, soit l'attaque, soit le repli, effectivement. Donc, outre le fait que, pour moi aujourd'hui, une des choses qui est vraiment importante, c'est par rapport à ça, c'est de se former à tout ce qui est en lien avec le trauma et notamment la théorie polyvagale, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça c'est une piste en tout cas, concrète pour moi, qui a besoin d'être apportée en plus. Et après, par rapport à la CNV, c'est pas forcément toujours mettre des mots, puisqu'il s'agit de relationner. Et il y a des moments, je vais être dans une posture d'écoute, de bienveillance, en silence. Il y a des moments où je vais prendre ce temps-là, essayer de me relier à un autre être humain, essayer de comprendre ses besoins, avec l'idée, le cas que la personne, elle ne va pas me le dire avec des mots tout de suite. Et donc ça veut dire beaucoup de temps. Mais je peux tout à fait, dans cette intention, de me relier aux besoins de l'autre, sans forcément que lui, tout de suite, va pouvoir mettre des mots. Et je peux moi m'exprimer moi par contre. Et je peux dire à l'enfant ce que ça me fait quand il est comme ça. Et je peux lui dire que je suis démunie et impuissant parce que j'ai envie de entrer en relation, que j'ai envie de l'aider et que pour l'instant je ne sais pas comment faire. Si l'autre ne peut pas s'exprimer, moi je peux le faire. Et au bout d'un moment, si l'autre sent cette posture d'accueil, cette posture de sécurité, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour retrouver la sécurité, peut-être au bout d'un moment, ça va être possible. Bonjour. Bonjour. Et je vous remercie pour votre intervention. Alors, moi, je voulais rebondir au début, mais après, j'ai raté avec la dame, mais forcément, c'est pas grave, parce que vous avez parlé des adolescents. Et ça m'a fait penser, en vous écoutant, qu'il y a le livre de... Si ça peut vous aider, je ne fais pas de la pub pour les livres, hein, mais c'est le livre de Grégoire Borst et Mathieu Cassotti sur C'est pas moi, c'est mon cerveau, qui s'adresse aux adolescents. Et je me disais que c'était une piste, forcément vous en avez un peu parlé, mais vous ne pouviez pas tout développer, sur la façon dont fonctionne le cerveau à l'adolescence, avec son pic en fait, hormonal qui fait que de toute manière il ne va pas se projeter, il ne va pas avoir de jugement, enfin, il va pas avoir de capacité au niveau de la théorie de l'esprit à pouvoir se mettre en relation avec vous facilement et beaucoup se mettre en risque. Donc ça explique un peu tout ça, si ça peut aider, pour avoir des mots, du langage. En tout cas, merci pour votre intervention très intéressante. Avec plaisir.